Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Il y a plus de place là. En fait, Xteam n'a jamais prévu un meet-up avec autant de succès. Donc voilà, il manque des places. Alors, pour commencer, là aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va faire un rappel des activités de test. Vous les connaissez, j'espère. Après, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider dans les tests fonctionnels. On va voir dans quoi exactement. Dans les tests automatisés, et on finira après par une réponse à cette fameuse question. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA dans les tests? Alors, est-ce que vous avez des idées déjà? Est-ce que dans vos missions, vous travaillez un petit peu avec l'IA pour aider dans la rédaction? ChatGPT, pour faire quoi? Oui, bah, c'est exactement ça. Développer des méthodes plus complexes avec ce chargé. Ouais, dans l'automatisation. Ouais. Ça dépend aussi le test fonctionnel. Il faut rédiger des qualités qui tu spécifient bien le besoin. Oui. Et toi, Jess? C'est automatisé. Ouais. Et le catalan utilise l'intelligence L'IA. artificielle Et il y a déjà un algorithme intégré. pour créer des scripts de tests automatiques. D'accord. On s'en met dans des tests automatisés. Super. Les activités de test, rapidement. Donc, on sait que déjà, c'est un projet en soi. Donc, il passe par les phases d'un projet classique, planification. Et avec Riyad et Ilker, l'autre fois, ils nous ont montré des exemples. Comment peut-on établir un planning avec l'aide de ChatGPT, en bien sûr donnant tous les éléments nécessaires. La phase de conception des tests, surtout pour la partie test fonctionnel. La préparation de l'environnement, l'exécution des tests, le suivi des anomalies et bien sûr la phase de clôture et retour d'expérience. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va parler plus de l'IA dans la conception des tests et l'exécution des tests et le suivi des anomalies. Alors, là, c'est la réponse de ChatGPT à un besoin bien particulier. Donc, j'ai anticipé parce que parfois, on a des requêtes limitées et je me suis dit, si jamais il ne me répond pas, il m'avait déjà répondu. Non, gratuit. C'est la version gratuite et là, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le projet interne d'Exteam, le Learn Factory. J'ai pris ça comme exemple. Et donc, j'ai fait une demande vraiment générale, sans rentrer dans les détails. Je lui dis, bah, j'ai un collaborateur X, je veux développer un formulaire, un questionnaire. Il doit se connecter, il doit répondre à des questions et donc, il doit avoir un score à la fin. Là, et j'ai demandé en premier temps les stories. Donc, il m'a proposé en gros 5 stories, pardon, 5 épiques et 7 stories. Et là, pour chaque story, il m'a donné les critères d'acceptance. Là, si on prend par exemple la partie gestion de questionnaire, en tant qu'utilisateur, je veux accéder au questionnaire pour répondre aux questions. Et il m'a proposé les 3 critères d'acceptance. Là, je ne peux pas lire. L'utilisateur peut se connecter via un système sécurisé. L'utilisateur accède à une interface contenant un questionnaire et les questions peuvent inclure différents types de réponses, soit multiples réponses ouvertes. Ça reste toujours général, on est d'accord. C'est une intelligence d'échantillonnité, ça? Oui. Ok, ok. Et comme s'il y a un tableau. Et... Oui, tu peux lui dire de mettre, tu te demandes de mettre les critères d'acceptance dans un tableau. Et en plus, il peut les importer directement dans l'outil de gestion qu'il utilise, Azure, Jira. Il faut juste que tu lui demandes aussi de mettre sur un format particulier parce qu'il doit faire le mapping entre chaque intitulé, chaque champ et son correspondant dans l'outil.
Mais je vais vous montrer un exemple après. Il a fait pour les tests, les cas de test. Donc, il les importe. C'est pas lui. Il te montre en détail comment faire et toi, tu exécutes. Hassan, il utilise le ChatGPT payant. Oui, justement, j'utilise la version payante. Et tu payes combien Il pour faut le le ChatGPT. Oui. quand même? Parce qu'il a plus de... Oui, parce que lui, il est illimité. Je directement l'emporter directement, c'est plus facile. Parce que le gratuit, il ne fait pas des images. Non, il y a une restriction. Ouais. Tu peux pas- Et tu as un nombre limité de requêtes par Oui, c'est jour ça. aussi. Oui. Et quand il est sollicité par plusieurs personnes, pareil, il peut ne pas te répondre, même si c'est ta première requête. Oui. Bon, si tu as les moyens. 5 euros, hein. Je suis en 22 heures. Oh, c'est pareil. Donc, voilà. Là, supposons un testeur fonctionnel normal avec un cerveau humain. Est-ce que ces critères d'acceptance sont suffisants pour comprendre la story, la première, par exemple? On est d'accord. C'est un minimum, mais il nous a mis dans un cadre précis parce que nous, on était aussi un peu... Ça dépendra du contexte. C'est ça. Nous, on n'est pas entré dans les détails. Ben, lui, il était bête et méchant. Il nous a donné un scénario classique général parce qu'il n'a pas le contexte, par exemple, de questionnaire. Il est utilisé dans quel cadre? C'est un questionnaire de quoi? C'est les questions qu'on va nous poser, par exemple, si on était en face de PO, qui va nous proposer ces critères d'acceptance. Du coup, on va les enrichir. D'où le besoin d'un cerveau humain, parce que tu vas poser des questions, quel navigateur, les données, quel utilisateur a accès à quel questionnaire, les droits, tout ça. Donc, c'est des questions qui viennent après. Donc, pour moi, lui, il est déjà, il nous met dans un cadre, il nous met sur un chemin, et après, il faut l'enrichir, il faut aller plus loin en fonction de domaine métier et de besoins particuliers. Donc, après, on voit aussi qu'il a pensé au test d'accessibilité, il a pensé au test de sécurité. C'est déjà pas mal. Nous, on peut penser aussi peut-être de tests de performance, de dire, par exemple, s'il y a un pic de charge, voilà. Ou alors, le questionnaire, il doit répondre au bout de combien de temps. On peut aussi penser au RGPD, parce qu'on va stocker des données utilisateurs. Donc, c'est des choses que aujourd'hui, lui, il n'a pas encore cette maturité pour nous fournir tout ça. Et c'est d'où la nécessité encore des cerveaux. Mais il est en train de grandir. Il apprend, il apprend. Donc là, je lui ai donné ses critères d'acceptance et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me créer un plan de test, un cahier de recettes? Et me les mettre dans un classeur, et c'est ce qu'il a fait. Ah non, 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 vous voyez pas le fichier Excel? Attends. Du coup, j'arrête ce partage. Pourquoi il me le propose pas? Vous voyez toujours pas? Ok, attends. Il me propose pas la fenêtre de navigateur. Regarde, je fais fenêtre Il est où ton Excel? et il est là. Il faut que tu le mettes. Fais le glisser. Glisser où? Ah, Et c'est un deuxième écran, oui, je vois.
Mais est-ce qu'il est enregistré dans Teams? Ça dépend comment tu as partagé Teams. Euh, Partagé, ben, du coup, là, ça doit être celle-là, du coup. Il n'a pas mis à jour. Donc, tout à l'heure, je ne peux pas enregistrer. Il y avait le carré rouge autour. Et puis, alors, Ouais, là, c'est bon. Donc là, il m'a créé un cahier de test sous un format Excel avec tous les champs, l'ID de test, le titre, la description, les préconditions de test, les étapes, criticité, statut, anomalie et commentaires. C'est plutôt pas mal. Donc, on a tous les tests. Ils sont là. Après, je lui ai demandé s'il peut importer ces cas de test-là dans l'outil. Alors, moi, j'ai Azure, mais il peut le faire sur... il peut expliquer comment le faire sur n'importe quel outil. Et là, il m'a créé ça avec les bons titres qui correspondent du coup dans Azure pour faire le bon mapping avec priorité, state, assigné tout et description. Et du coup, c'était juste un export, un import de fichier Excel. Comment? Tu importes ce fichier Excel dans... Non, il doit le transformer justement. Là, il m'a expliqué les étapes. Pour l'importer, il faut le transformer en fichier CSV. Donc, il a bossé dur avec moi. Il m'a généré déjà le fichier. Et ça n'a pas marché de premier coup. Évidemment, le pauvre, il m'a fait plusieurs versions. À chaque fois, il corrige parce que ça dépend de la version Azure, s'il fait un séparateur virgule au point virgule et tout ça. Donc, si c'était un humain, il va me dire, laisse-moi tranquille, c'est bon, je ne veux pas travailler à ta place. Ben, lui, à chaque fois, il me dit, essaye ça, essaye ça. Et à chaque fois, il me génère un fichier en corrigeant. Et je lui donne l'erreur que j'ai eue lors de l'import et lui, il me répond avec une autre version de fichier. Sans que je travaille mon serveur. Et là, au final, ben, j'ai réussi à les importer. Donc, ici, dans Azure. Là, maintenant, si on... il y a des questions? Non? C'est bon. Alors, si on parle automatisation des tests, pour le même projet, je lui dis que j'ai envie de monter un projet de test auto avec quelques critères particuliers, l'indépendance entre les features et la modularité. Et il m'a proposé cette architecture-là. Il y a évidemment les retardataires qui viennent embêter. Donc, la structure de projet, il m'a proposé sur Cypress, parce que je lui ai demandé, intégration feature. Là, il me dit que tu dois développer tes features dans tel endroit, tes step definition dans tel endroit. Et voilà l'architecture qu'il a proposée. Après, il peut même aller plus loin en expliquant qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque fichier. Là, il développe carrément, il développe. Il m'a précisé ce qu'il faut faire. Après, c'est juste de copier-coller et essayer d'exécuter et voir s'il y a des problèmes. Et même s'il y a des problèmes, lui, il copie le problème ou l'erreur et lui, il te donne la correction. Est-ce que c'est clair, Monsieur Ben Ali? En fait, c'était pour les choses de bien aller. Que ChatGPT fait ça, en fait, il y a des outils de test automatisés qui déjà font des scripts de test en utilisant l'IA directement. Ben oui, je suis preneuse. Donne-moi des exemples. Catalan, faire. Utilise quoi comme IA? Catalan, c'est mieux. En fait, j'ai le code même pas, j'ai le code de l'IRL et après les états. Oui. Donc, directement des scripts de test. Oui, mais ça, c'est pas de l'IA. C'est via l'enregistrement. Non, il utilise l'IA. Donc quoi? En fait, il utilise l'IA pour juste mettre tous les scripts de test et mettre des explications de chaque script. Oui, c'est possible. Ça ne m'étonne pas.
Alors, après, je vais parler de quelques exemples aussi, mais pas catalan. Je l'ai pas, il ne me l'a pas sorti dans les exemples. Oui. En fait, ChatGPT peut m'aider dans le script de test, par exemple, lorsque j'ai mis par exemple des exemples et donne tout le script de test. Ouais. Oui, ben oui. Il fait tout. Alors, là, ce que j'ai trouvé, par exemple, J'ai changé de place pour que tu me regardes. pourquoi? C'est pas non plus. Alors, là, les exemples, quelques exemples que j'ai trouvés sur Internet, ils sont malheureusement payants, donc je n'ai pas pu vraiment pratiquer et voir. Alors, c'est la société Smart Testing qui a sorti cet outil-là, Gravity. Et en fait, c'est intéressant dans le sens où il permet d'augmenter la couverture de tests en utilisant l'IA pour comparer ce qu'on a dans les tests, qu'on teste côté test système ou test de bout en bout, et ce que vraiment les utilisateurs font en vrai, dans la vraie vie. Donc, il va récupérer les données des tests, les données et les scénarios des utilisateurs, et il va les comparer et essayer de voir est-ce qu'on teste, dans la vraie vie, on fait vraiment ce qu'on teste. Un taux de couverture, parce que ça se trouve que nous, on fait des tests, des cas classiques, et ça se trouve que l'utilisateur à côté, il fait un autre scénario différent qu'on n'a jamais pensé à le tester. Et là, le but, c'est d'essayer de couvrir le maximum des cas, et c'est surtout gagner en efficacité, parce que tu vas tester vraiment ce qui se passe en prod. Et du coup, ça augmente la... C'est ça. Donc, je trouve que l'idée, elle est plutôt pas mal. Voilà. Après, il y a un autre outil, le Elasticstack. En fait, c'est pas un outil. Enfin, il utilise un algorithme qui est basé sur l'IA, la machine learning. Et ben lui, il va collecter toutes les données, les bits, et il va les centraliser dans un log stash. Je ne sais pas si je le prononce bien. Après, il va tout centraliser dans Elasticsearch et il va afficher des graphiques sur Kibana. Et là, tu auras plus de visibilité. Donc, là, il permet déjà d'anticiper, détecter les anomalies et il va analyser déjà la cause d'origine ou la cause première qui va causer les bugs, ce qui réduit le temps moyen de résolution parce que, en fait, c'est comme si tu vas enregistrer le scénario qui reproduit le bug. Donc, quand le bug arrive, toi, tu as déjà le scénario, tu ne vas pas passer de temps à analyser, essayer de le reproduire et tout ça parce que tu as déjà le scénario qui reproduit l'anomalie. C'est une stack qu'on utilise depuis longtemps, sans IA, on va dire. C'est juste la partie IA que je ne connais pas là-dessus. Voilà. De ça pour visualiser comment la santé de l'application. On analyse toutes les logs et c'est tout. Mais ouais, j'avais pas encore vu la couche IA sur cette suite-là. Ouais, c'est bon. Je regarde. Ouais, pour faire des recherches. Faut demander à ChatGPT. GPT, c'est une IA très performante, mais très généraliste. Oui, bah ça, d'accord. Et c'est bien, tu me fais une transition, parce que justement, on va parler des limites de l'IA, parce que je ne vais pas vous laisser partir avec l'idée dans la tête que l'IA va nous remplacer. Nous, les testeurs, peut-être vous. Regardez. Tu me regardes, moi, oui, ça va me remplacer, mais on ne peut pas remplacer rien. J'ai dit Riyad, moi. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On ne pourra jamais donner la main
Heureusement, il va falloir le remplacer. Jamais. Alors, donc là, c'est un graphe que je trouve intéressant parce qu'en fait, avec des valeurs, on a essayé d'estimer un petit peu ce que l'IA peut faire par rapport à l'expertise humaine. Et là, on voit très bien que par rapport à un cerveau humain, elle est quand même limitée parce que déjà, ça manque de contexte métier et des enjeux stratégiques. L'IA, elle n'anticipe pas assez les dépendances métiers parce que nous, là, testeurs, même dans une pause café, on peut parler avec un PO, il peut nous donner une information, genre une dépendance avec un URP. Tu vas tout de suite aller créer ton test et tu vas dire, ah, peut-être ça va toucher ça, peut-être ça va toucher ça. Ces connaissances-là, lui, il ne fait pas de pause café d'ailleurs. Mais du coup, il n'a pas ces informations-là que via la communication, un testeur fonctionnel, il va pouvoir enrichir ses cas de test parce qu'il va collecter des informations un peu partout. ChatGPT, tu lui donnes un cas de test, ben, il va l'exécuter tel qu'il est. Nous, on va essayer peut-être d'aller regarder le comportement sur un navigateur Firefox, sur un navigateur Chrome, sur différents devices, sur une tablette, sur une... enfin, on va penser à tout ça. C'est vrai que lui aussi, si tu lui dis de penser, il va penser, mais il faut le dire, tu vois. Pas de questions? Alors, ce qui manque à l'IA dans le technique. Des idées avant de regarder? Ah, t'as mis le slide. Ah, je reviens. Enlève le slide, on pose la question. C'est pas fait en fait. Ça manque 3 points. Gestion des risques. Ah là là, il a déjà revenu. Stratégie de test, oui. Il peut mettre une stratégie de test, mais il faut tout dire. T'as pensé à tout. Mais après, C'est ça. après, il est capable d'apprendre aussi, donc il va évoluer. Oui, mais pour l'apprendre, il faut consacrer de temps à lui spécifier, expliquer tout. Oui. Alors, oui, fais-moi une stratégie en sachant qu'il nous faut des tests de performance parce qu'on doit mesurer le temps de réponse, sachant qu'il nous faut des tests. Le temps que tu rédiges tout ça, bah, tente de faire ta stratégie tout seul. Il y a une autre façon d'interagir avec l'IA, et puis il y a des IA plus ou moins généralistes. ChatGPT n'est pas un spécialiste du texte. C'est un spécialiste, il connaît beaucoup de choses. Il est très bon en ce qu'il est, mais généraliste, c'est pour tout le monde. Il y a d'autres IA qui sont plus spécifiques, qui vont peut-être plus t'apporter des choses plus structurées. Après, c'est quelque chose de conversationnel. Donc, tu vas donner ton idée, il va te répondre une réponse qui est plutôt bien construite, etc. Mais il manque des choses. Et c'est à toi de converser en disant, ouais, c'est bien, mais là, tu disais, il manquait peut-être des tests de performance. Bah, rajoute-moi en plus des tests de performance. Et c'est là où tu vas gagner le temps. Oui. Si tu fais ton résumé, si tu fais ta page de nom comme ça, de exactement tout en pensant à tout, en fait, tu as fait tes specs. Ouais. Là, plutôt, il va te donner une trame et tu vas... C'est ça, il va te donner le socle commun de toutes les stratégies, on va dire. Après, toi, tu dois spécifier par rapport à son besoin. Mais ça, c'est comme un ton idéal, en fait. L'IA, il pense que l'IA, vraiment, c'est quelque chose qui va réfléchir à notre place. Mais c'est quelque chose, en fait, qui intercède beaucoup de données. Il va voir, en fait, tu poses une question, et du coup, il va voir sur le passé, tout ce qui est donné, avec ce sujet-là, pour essayer d'élaborer quelque chose. Donc, du coup, c'est comme si, en fait, il va prendre de l'expérience de chacun, et en résumé. Il centralise. Le parcours. Super assistant, c'est tout. Ouais. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle l'IA générative, où il y a beaucoup d'apprentissage. Et qu'à un moment donné, elle peut atteindre... Surtout, lui, en fait, c'est la machine. Elle va être plus fort que l'humain. Il va calculer beaucoup plus des scénarios par rapport à notre scénario de base. Tu vois, on a tout dit, les 3 points. Ouais, il y a de bonnes réponses là-dedans. Alors, la stratégie qualité alignée sur des priorités business, prioriser les parcours critiques,
Ça, nous, par exemple, avec l'expérience, on va peut-être identifier un socle critique de test et dire que avant d'aller plus loin, il faut déjà qu'on commence par tester ça. Lui, peut-être qu'il va tout tester sans prioriser. Pourquoi c'est important? Une couverture de test mal orientée, gaspille de ressources sur des scénarios secondaires. Un alignement stratégique garantit que chaque test contribue à la qualité perçue par les utilisateurs. Deuxième point, la cartographie des risques. Alors, pareil, pour les risques, si on lui demande les risques par rapport à tel projet, il va nous répondre les risques classiques. Nous, on a d'autres risques peut-être à ajouter par expérience. L'autre fois, il y a eu, je ne sais pas moi, un incident par rapport à ça. Donc, il faut peut-être qu'on pense un backup de la base, un sauvegarde. Voilà. On va rajouter beaucoup plus de choses par rapport au risque que l'IA. C'est par rapport à l'automatisation. Déjà, justement, il faut lui expliquer, il faut lui cibler les zones à risque pour pouvoir automatiser, concentrer l'énergie sur ces tests-là. Et bien sûr, la partie, comme je disais tout à l'heure, la collaboration entre équipe métier et technique. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a au moins 20%, 30% des infos où ça se passe dans une pause café, dans une discussion informelle, dans des réunions. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent via la communication entre équipes et tout ça. Pareil, la communication avec les développeurs. C'est important parce que là, par exemple, on peut prévoir tous les tests, mais juste avec le développeur, tu vas lui demander quelque chose, pourquoi tu as touché à cette partie, par exemple, et tu vas te rendre compte que tout de suite que tu as un test qui n'est pas couvert parce qu'il a touché telle page et que tu n'étais pas au courant. Voilà. Moi, c'est en 50%, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, si le process en termes de delivery est bien suivi, il va dire je fais tel composant, tel composant, tel composant. Ça, du coup, en fait, ça va donner une info beaucoup plus claire des modules. Mais ça, c'est dans la vie, dans un monde parallèle. Ça, c'est la vie de C'est pas le monde parallèle, mais en fait, non, mais ça se passe pas. à travers les versionning guides, tu peux avoir en fait l'ensemble des modules. Mais est-ce que là, par exemple, nous, en tant que testeur, on va aller chercher déjà Git, qu'est-ce qu'il a Non, moi je dis en fait c'est automatique le truc qui va absorber. Après, le truc, c'est que là, pour l'instant, on parle toujours sur une base de ChatGPT qui est un truc qui est complètement indépendant. Et d'ailleurs, attention, en entreprise, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. D'autres choses, c'est il y a d'autres IA. Par exemple, moi, je vois avec que j'utilise, qui serait peut-être meilleur en test que ChatGPT. Moi, j'utilise GitHub Copilot, qui lui est basé sur Git, et du coup, qui pourra sortir un truc pour le testeur en disant tiens, il y a tout ça qui a changé, il y a peut-être des tests à changer, qui pourrait, voilà, il y a toute cette approche-là qui fait que lui, il s'entraîne, il a la visibilité de ce qui a changé dans le code, etc. Et peut apporter une vue à un testeur de ce qui a changé. Est-ce qu'il faut changer le test ou que c'est une anomalie? Donc, et inversement, ça peut aussi remonter, dire, et puis ça peut aider le développeur dans l'autre sens. Tiens, on t'a demandé de cette requête, mais c'est pas tout. Voilà. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, mais parce qu'ils ont comme base de connaissances ton code. Il y a des changements du code. Et la vérité, c'est ça. C'est peut-être de l'état actuel, c'est ça. C'est peut-être pas ce qui est voulu par le PO, c'est pas forcément ce qui a été identifié. Mais on risque pas de se perdre un petit peu avec toutes ces infos-là? Parce que là, En fait, c'est automatique. Le truc, en fait, il est avec la branche et tout. Mais c'est pour ça que je dis 50% vrai. Et l'autre 50% où tu as raison, c'est que lorsque tu as multiples technologies, genre mainframe, tu ne peux pas tracer ça. C'est le développeur qui doit te dire, voilà, j'ai touché tel composant, et il n'y a pas un guide, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment du binaire. Donc, tout dépend de la technologie à utiliser. Donc là, sur Git, surtout si c'est une technologie open, c'est beaucoup mieux tracé en termes de changement
Entre branche et branche, tu sais quelles sont les classes qui ont été modifiées, les fonctionnalités qui ont été modifiées. Oui, ben ça, est-ce que nous, déjà testeurs, on a cette... Enfin, Non, mais lui, il fait le travail à ta En fait, place. c'est le GP, c'est ton. Oui, mais après, ton il va IA les qui va faire tester. le travail. Il va Comment il va rédiger les cas de test en fonction de... En tout cas, les choses que tu disais là, au final, toi, tu parlais de discussion, c'est beaucoup mieux la discussion humaine. Mais au final, il y a plein de choses, c'est pas par l'instant. Je sais pas si c'est encore abouti pour l'instant. Mais en fait, comme la connaissance est dans le code, tu peux très bien en sortir dans tous les sens, des trucs adaptés à l'interlocuteur qui va donner l'information et juste l'information. Ok, bah oui, c'est intéressant. Alors, la conclusion. Alors, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'IA, elle offre des solutions intéressantes pour des cas simples, mais dès que ça commence à se complexifier ou avoir un contexte un peu particulier ou un métier un peu particulier, ça devient un peu plus compliqué. Et là où les limites seront visibles. Donc, tester ou automatiser, ce n'est pas juste écrire des scripts et cliquer sur un bouton, c'est bâtir tout un écosystème robuste, aligné sur les objectifs de l'entreprise et soutenu par une expertise humaine. Seule une approche stratégique garantit un retour sur investissement durable. Après, il y a peut-être un débat, mais voilà. Je ne sais pas si moi, dans le métier des tests, est-ce qu'on peut faire confiance à 100% à l'IA? Je pense qu'à ce stade, on n'est pas atteint la maturité pour donner la confiance à une machine, surtout dans les domaines critiques. C'est juste un super, avec plein d'étoiles, assistant. Ouais. Ça va réduire en fait le temps. Oui, ben, ça aide. Toutes les tâches qui te prennent Répétitif du temps, surtout. sans valeur ajoutée, vont être prises en charge par l'IA. D'ailleurs, Il faudra toujours avoir l'œil critique pour dire est-ce que c'est bien ce que je lui ai demandé, est-ce que voilà, il n'est pas trop loin, est-ce qu'il n'a pas halluciné. Il faut garder l'œil critique dessus. C'est un peu, voilà, j'étais la semaine dernière en salon sur une ligne où il y avait beaucoup d'IA. Le thème, c'est ça. C'est un super assistant, ça ne te remplace pas. Et les gens ne le voient pas, en fait. On est dans le monde de l'informatique, on est très en retard par rapport aux autres mondes, comme l'industriel, comme l'automobile, par exemple. Dans l'automobile, en fait, il y a l'IA qui est depuis 7 ans, dans le processus de fabrication, de validation. Et après, il laisse en fait vraiment 10% à l'humain. Vraiment 10%, pas plus. Donc, pour cela, même, vous trouverez en fait des usines 100% automatisées. Il n'y a pas d'intervention d'homme. Et tu as des usines mixtes, hommes, machines, et tu as des usines en fait 100% à la main, et qui coûtent énormément cher parce que c'est d'expertise et la technicité est haute. Là, comme je cite, la Mercedes, on a Mercedes mixte, Mercedes 100% automatisée là pour tout ce qui est voiture électrique. Et tu as en fait AMG, c'est une filiale qui fait de la. En fait, elle custom les voitures Mercedes d'origine, rajouter des choses. Et c'est vraiment à la main, le moteur est la main, toute la main. Voilà, ta place sera toujours. N'ayez pas peur. Et surtout avec les SA, je ne crois pas qu'ils sont. Je suis indispensable. Voilà. Merci.